Et là, elle me dit, Alassane, il est mort. Et je crie, et je dis, quoi? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Et elle me dit, Alassane, il est mort. Aujourd'hui, moi, je veux qu'on connaisse Alassane comme un être humain, pas comme un numéro d'écrou. Nous sommes une fratrie de 5 enfants. On a tous grandi dans l'amour et la joie, on a beaucoup voyagé, on a fait plein d'activités et c'était une très belle enfance qu'on a vécue. La personnalité d'Alassane, c'est quelqu'un de très jovial, toujours souriant, très taquin. Et puis surtout, il adorait la vie, les gens, il adorait le sport, faire des barbecues et il adorait sa famille. Alors Alassane a été victime en fait d'un conflit de voisinage qui perdurait déjà depuis 1 an, puisque une de ses voisines bénéficiait d'un contact au commissariat de proximité pour porter plainte plusieurs fois contre lui et sa femme. Et lors d'une altercation au mois de novembre à laquelle il n'avait pas participé, il s'est retrouvé en garde à vue, en détention provisoire pour un jugement qui devait arriver le 9 janvier, sauf qu'il est mort 5 jours après sa détention provisoire. Quand j'ai eu l'appel, parce que ma sœur, je l'ai eu au téléphone et en fait, elle pleurait, mais je pensais qu'elle était juste enrhumée parce qu'elle parlait bizarrement. Et là, elle me dit, Alassane, il est mort. Et je crie et j'ai dit, quoi? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Et elle me dit, Alassane, il est mort. Moi, je raccroche et en fait, j'ai mon corps qui lâche et je m'assois. Je m'assois sur le canapé et j'y crois pas. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, j'y crois pas. Et avec ma sœur, on se dirige vers la voiture pour aller chez ma belle-sœur. Et là, mon mari, il me rappelle et il me dit, oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et là, je commence à crier, à pleurer, à dire, je sais pas ce qui s'est passé. Et hop, je suis tombée dans la rue, comme ça, par terre. Et mon beau-frère, il m'a retenue, il m'a mis dans la voiture. Et là, j'ai commencé à pleurer, à pleurer, à pleurer. J'ai essayé d'appeler ma belle-sœur. Et là, elle crie au téléphone, viens vite, sinon je vais péter un plomb, viens vite, viens vite, viens vite. Et là, je lui dis, calme-toi, on arrive. Quand on a su sa mort, rien. On ne nous a donné aucune information. Et tous, chacun de notre côté, on se dit, oui, mais à qui on peut à qui on peut demander, auprès de qui on peut avoir des conseils. Et à un moment donné, je me rappelle que je suis la voisine d'Assa Traoré. Je l'ai au téléphone, je lui explique, elle est sidérée et elle me dit moi si je suis vous, je vais devant Fleury et il était 23 h quand elle nous a dit ça, c'est ce qu'on a fait. On est parti à 4 devant Fleury. On nous a dit que personne n'était présent parce qu'il était déjà tard, donc pas de cadre présent, mais qu'il fallait revenir le lendemain matin à 8 h 30. Et c'est ce qu'on a fait. Et pareil, avec les mêmes revendications, c'était savoir de quoi Alassane était décédé. Après quelques négociations, il y a 2 surveillants qui viennent au pas de la porte. Quand on leur demande quelles seraient les causes de la mort d'Alassane, là, le premier mot suicide apparaît à ce moment-là, devant le pas de la porte par 2 surveillants qui ne connaissaient même pas Alassane, qui ne l'avaient jamais vu et qui n'avaient aucun lien avec le dossier. On était complètement choqués parce que déjà nous l'annoncer de cette manière et en plus parler du mot suicide, surtout connaissant Alassane, pour nous c'était inimaginable. Donc là c'est la sidération totale et puis nous avons été convoqués par la gendarmerie et l'administration de Fleury-Mérogis et là effectivement le mot suicide a été confirmé en tout cas de leur part. Quand nous on pose des questions sur suicide, parce que nous on a expliqué, Alassane n'avait aucune tendance suicidaire et on voulait savoir comment, qu'est-ce qui se serait passé, là c'était le flou total, là c'était hésitant, l'enquête est en cours, etc. C'est vraiment à ce moment-là qu'on a compris qu'il fallait qu'on aille nous chercher ce qui s'était réellement passé parce que tout était très très flou. Nous, ce qu'on nous a expliqué, c'est qu'il y aurait eu une altercation le 24 au matin, mais de quelle nature, on ne sait pas. Il aurait été extrait de sa cellule pour être mis dans une autre cellule d'isolement où il y aurait eu un téléphone à disposition et qu'il aurait été retrouvé quelques temps plus tard mort par pendaison. Voilà, c'est leur version. À un moment donné aussi apparaît une béquille dans cette version. Donc déjà, nous, on se dit, mais vous parlez de quelle béquille? Puisque Alassane, il n'était pas arrivé avec des béquilles. Il exerçait un métier où il avait besoin de ses 2 jambes. Et s'il avait été en arrêt, on aurait su.
La thèse du suicide, elle ne tient pas déjà dans la personnalité d'Alassane. Je ne minimise pas le mot suicide, ni le suicide, il est existant, il existe auprès de certains détenus qui craquent. Mais Alassane n'avait aucune tendance suicidaire. Il était incarcéré depuis 5 jours et déjà il allait avoir un jugement qui allait arriver le 9 janvier. Il avait connu, en tout cas à l'âge de 19 ans, la prison pour un vol à l'arraché. Donc il savait à quoi s'attendre et pourquoi encore plus cette thèse ne tenait pas, puisque nous, 5 jours après son décès, nous avons pu voir son corps. Et l'une des premières choses qu'on a faites, c'était regarder son cou, pour voir s'il y avait éventuellement des traces de pendaison. Et nous n'avons constaté aucune trace. Par contre, sur quelques parties de son corps, notamment son visage, là, nous avons pu constater des traces de coups, aussi sur sa main, sur sa jambe, mais vraiment beaucoup sur son visage. Aujourd'hui, nous avons le rapport d'autopsie et le dossier de l'enquête. Il apparaît que le téléphone était à, on va dire, à 1 mètre du sol et Alassane faisait 1,90 m pour 80 kg. Donc, comme nous a dit l'avocat, il est techniquement impossible qu'Alassane se soit suicidé. Parce qu'Alassane, il nous aurait jamais laissé, il aurait jamais laissé sa femme et ses enfants. Donc voilà pourquoi j'étais quasiment certaine que cette théorie était fausse. Tout en restant prudente, moi en tout cas, je pense que Alassane a été violenté. Ça, c'est sûr et certain. Il a été violenté, moi je dirais clairement, il a été tué par 5 surveillants de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Je suis un peu dans le déni. J'ai l'impression qu'il va être là, que je vais le voir, parce qu'on ne se voyait pas non plus tous les jours. J'avais mon appel, je ne l'ai plus chaque semaine, mais je me dis qu'à un moment, je vais le voir. Donc j'ai ces moments-là, puis des fois je me dis non, il n'est plus là. Donc c'est très compliqué, c'est très dur. Mon âme, elle est triste, parce que j'ai perdu Alassane, j'ai perdu mon frère. Mais je me dois de mener un combat digne, c'est ce qui nous fera avancer. Pleurer, je le fais chez moi. Mais dès que j'ai besoin d'aller parler de lui, de notre combat, il faut qu'on soit digne, parce que c'est comme ça qu'on fera avancer les choses. Pleurer, malheureusement, ça ne changera rien du tout. En tout cas, c'est ce que je pense. Derrière moi, il y a ma sœur, enfin mes sœurs, il y a ma mère. Ma mère est partie prenante dans ce combat. Elle vient avec nous partout. Elle prend la parole aussi. Merci à tous pour la gentillesse que vous nous avez fait, de remonter le moral et tout. Sans vous, on ne savait pas ce qu'on allait faire, où on allait être. Aujourd'hui, moi, je veux qu'on connaisse Alassane comme un être humain, pas comme un numéro d'écrou. Alassane, c'était quelqu'un d'aimé, quelqu'un qui aimait, quelqu'un auquel on pense tous les jours, qui a une famille, qui laisse quand même 3 enfants en bas âge. On sait qu'il y a d'autres histoires comme celle d'Alassane et que malheureusement, elles ne sont pas assez médiatisées parce que la prison, c'est aussi très dur. C'est un milieu très fermé où très peu de choses fuitent. Donc on espère qu'à travers l'histoire d'Alassane, d'autres personnes se reconnaissent et aient envie de se battre comme on se bat aujourd'hui.